En un instant, tout a basculé. J'étais au grenier de la maison de mes parents, aidant mon mari Daniel à vider de vieux cartons une tâche banale qui ne semblait rien d'extraordinaire. Puis, soudain, son visage est devenu pâle, ses yeux rivés sur un petit interstice derrière des panneaux isolants poussiéreux. Il a murmuré d'une voix tremblante. « Ne réagis pas. » Attends que ta mère parte. Mon cœur s'est arrêté et tout mon corps s'est figé un instant. Ce qu'il avait découvert n'était pas simple. C'était un secret enfoui depuis 19 ans. En ouvrant ce carton, les mains tremblantes, et en feuilletant les pages, j'ai lu les mots qui ont bouleversé ma vie. Tu n'es pas leur enfant biologique. C'est à ce moment-là que j'ai compris que mon monde ne serait plus jamais le même. On pourrait penser qu'une telle révélation s'accompagnerait d'un fracas assourdissant et d'émotions explosives comme dans les films. Mais non, il n'y avait que ma respiration haletante et la fine couche de poussière qui enveloppait des secrets depuis longtemps oubliés. Maintenant, je devais choisir, me taire ou chercher la vérité. Et si je choisissais la vérité, pourrais-je rester forte? Ne quittez pas des yeux cette histoire, elle n'a jamais été aussi intense et captivante. À Pâques, ma famille s'est réunie chez mes parents. Mon mari, Daniel, était en train de nettoyer le grenier lorsque son visage a soudainement changé et qu'il a murmuré. « Ne réagis pas. Attends que ta mère soit partie. » J'ai vu ce qu'il avait découvert, mais je ne me suis pas effondrée et j'ai agi. 3 jours plus tard, mes parents, anxieux, appelaient un avocat. Je pensais que si un événement bouleversait mon monde, il y aurait une musique de fond, du tonnerre ou un bruit de cinéma. Mais non, il n'y avait que de la poussière. Une pile de cartons étiquetés, trucs de Noël, et l'attitude de ma mère, fredonnant calmement du Michael Bublé comme si elle ignorait qu'elle se tenait sur un tas de secrets dont personne dans la famille n'osait parler. Des disputes latentes, un silence émotionnel. Le grenier était resté le même, pareil à un entrepôt de vieux rubans, de décorations abandonnées, et un sentiment de honte qui s'estompait doucement. Mon père avait dit qu'il nettoierait le grenier comme il le faisait toujours, dire des choses sans rien faire. Ouais, comme toujours, ai-je dit. Daniel a proposé son aide, comme toujours là quand les autres essayaient de l'ignorer. J'étais encore en train de fouiller dans une boîte pleine de fils emmêlés lorsque j'ai remarqué un silence inhabituel. J'ai levé les yeux et j'ai vu Daniel caché derrière les boîtes, les yeux fixés sur quelque chose, sans cligner des yeux, sans respirer. « Daniel », ai-je dit, et il a bougé légèrement pour me regarder. Son visage était blanc. Il s'est levé, s'est agenouillé près de moi et a murmuré. « Ne réagis pas. Attends que ta mère parte. » À cet instant, j'ai senti que ce n'était pas juste un malaise, mais quelque chose de si grave que mon corps avait oublié comment fonctionner. Il n'a pas dit « Viens voir » ou que tu dois savoir, il a juste dit de ne pas réagir. Mon cœur brûlait comme un nœud serré dans ma poitrine. Qu'est-ce qui se passe? Ai-je demandé en essayant de garder une voix égale. Il n'a pas répondu, se contentant de jeter un coup d'œil à maman, qui avait commencé à chanter Maria Carey, rendant la scène d'autant plus tragique. Ma mère se tenait là, enveloppant les vieilles statues dans du papier bulle comme s'il s'agissait de précieuses antiquités plutôt que de secrets enfouis. « Ce n'est pas pratique ici, » dit Daniel. « Il faudra attendre que maman parte. » Je me suis levée machinalement, j'ai grimpé jusqu'en haut des escaliers et j'ai appelé. « Maman, tu as un aspirateur à long tuyau? C'est plus facile à utiliser qu'un balai. » Maman a répondu joyeusement, comme si de rien n'était, et est descendue. Dès qu'elle fut hors de vue, Daniel a désigné l'espace derrière l'isolation, presque comme un pli dans le mur que quelqu'un aurait tenté de dissimuler. Des cartons étaient poussés devant, ainsi qu'un rouleau de moquette enroulé dessus, comme pour cacher une blessure torturée et cachée. Daniel n'y a pas touché. Il s'est écarté et m'a observé. J'ai déplacé les cartons avec mes mains, qui n'étaient pas les miennes, et j'en ai sorti un carton fermé, le couvercle légèrement entr'ouverte comme s'il avait été ouvert rapidement puis refermé. J'ai ouvert le couvercle et à l'intérieur se trouvait un dossier, le papier crème légèrement froissé, bien rangé. En le ramassant, il me parut plus lourd qu'il n'y paraissait. J'avais les mains moites. En le retournant, je vis mon nom clairement imprimé. Daniel ne dit rien, mais je savais qu'il l'avait lu. Je l'ouvris légèrement et vis l'entête légale. Il se pencha et tapota un paragraphe. Je lus une phrase, puis m'arrêtai. Mon corps resta immobile, mais mon cerveau sembla reculer. L'atmosphère du grenier changea. Pas physiquement, mais émotionnellement, comme si quelqu'un avait allumé une lumière que je ne connaissais pas. Mes oreilles bourdonnaient, et j'entendais encore Michael Bublé en bas, ma mère qui riait.
Finalement, je murmurai. Il faut qu'on parte, tout de suite. Daniel hocha la tête. Nous plia le dossier, le rangeâmes dans nos manteaux et descendîmes tranquillement. Maman se tenait en bas de l'escalier, tenant l'aspirateur, lui demandant si elle utilisait l'accessoire chaise. Je n'y prêtai plus attention. Nous arrivâmes à la voiture, fermâmes la portière. Silence. Le dossier me serrait la poitrine comme s'il faisait partie de moi. Quelque chose m'avait échappé, ou plutôt, il était enfin complet. Je pensais que le cadet de la famille n'était qu'un personnage secondaire, réagissant simplement à ce qui arrivait aux autres. Mais en grandissant, j'ai réalisé que non, parfois, les projecteurs ne se braquent jamais vraiment sur nous. Ma sœur, Nathalie, était née 4 ans avant moi et semblait plus sage que moi d'un siècle. Dès mon plus jeune âge, je savais quelle était la référence, tout en moi était comparé à Nathalie. Elle adorait les maths, j'adorais la créativité. Elle avait de bonnes notes, j'avais juste une bonne attitude. Elle a reçu un trophée, j'ai reçu un ruban de participation et un rappel de sourire pour les photos. Sans cruauté, mais subtilement, mes parents, surtout ma mère, faisaient des comparaisons sans en avoir l'air, comme s'ils commentaient simplement la météo. J'étais perspicace et j'ai appris à ne pas trop exiger d'attention. La vie de Nathalie était une newsletter lifestyle qui faisait hocher la tête avec désarroi. Elle avait obtenu une bourse pour un programme de commerce dont le nom était difficile à prononcer et sonnait luxueux. Il y avait une photo d'elle tenant son certificat, souriant radieusement à côté de sa mère, comme si elle lui avait confié tout son avenir après l'obtention de son diplôme. Nathalie a lancé une entreprise de conseil en santé et productivité, proposant des journaux de pleine conscience, des agendas numériques, des polices de caractères épurés et un éclairage précis. L'entreprise avait une vision claire, et affichait de nombreux avis sur Instagram avant même d'avoir un magasin physique. Son entreprise a connu le succès dès le départ. On l'admirait, on lui disait qu'elle était un génie, né pour ça. Elle avait développé cette arrogance qu'on pardonne quand on est belle et charmante au micro. Elle interrompait les gens, les corrigeait dans une conversation normale, employait des mots comme « conversion d'énergie ». Comme si nous étions tous en train de rattraper notre retard. Elle me disait « mignonne », quand je louais, du genre « oh là là », toujours dans ce petit appartement. Comme si j'étais un chien de refuge avec un bon caractère. Ma mère était obsédée par ça, pas fière, mais obsédée. Pas seulement en la soutenant, mais en la suivant à chaque étape, lui tenant ses manuels, republiant ses citations sur Facebook, disant des choses comme « Nathalie change des vies » comme si nous étions tous membres d'une même religion. C'est Nathalie qui était sur scène avec le micro. Elle me posait constamment des questions sur mon travail, me donnait des conseils marketing, me lisait des compliments comme des histoires du soir. Elle ne me demandait pas vraiment ce que je faisais ni ce que je comprenais. J'ai arrêté de corriger vers 2019. Elle posait rarement des questions, et quand elle le faisait, c'était pour se moquer de moi, comme si j'étais un subalterne. Quand je répondais, elle hochait vaguement la tête, disait « Oh, tant mieux pour toi », et changeait de sujet. Une seule personne ne me traitait pas comme un personnage secondaire. Madame Sylvia, qu'on disait être mon arrière-grand-mère, mais elle n'était pas distante. Elle était proche, stable, comme quelqu'un qui se souvenait de tout ce que j'avais non dit. Sa maison sentait le savon au citron et les vieux livres. Il y avait des vitrines avec des tasses à thé jamais utilisées, des cadres, mais personne dedans. Elle écoutait plus qu'elle ne parlait, contrairement à tout le monde. Elle m'a donné une carte d'anniversaire avec de la monnaie, m'a demandé ce que je lisais, m'a emmenée en promenade, m'a traitée d'intelligente sans me consoler. Une fois dans le jardin, elle s'est penchée et a dit « Peut-être qu'un jour, ce sera à toi ». J'avais 7 ans, je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire, j'aimais juste l'entendre. Elle est morte quand j'en avais 9. Je ne me souviens pas quand elle était malade, seulement un jour où elle était là, et pas après les funérailles. Mes parents disaient qu'elle m'avait laissé des dettes, que la grande maison était une illusion, rien à hériter. Elle vivait confortablement, mais était criblée de dettes. Ma mère le disait avec une sagesse humaine. Il le répétait tellement de fois que j'ai hoché la tête en silence. Je l'ai mémorisé, essayant de ne pas demander à porter le bracelet qu'elle m'avait donné en montant dans la voiture. J'ai ouvert le dossier. Pas de suspense, pas de lenteur à tourner les pages. Je l'ai ouvert. J'avais besoin de voir. J'avais besoin de quelque chose à dire. Les mots de Daniel résonnaient dans ma tête. Il faut que tu voies. Mon nom était en haut.
Date, il y a 19 ans. Il s'agissait d'un fonds fiduciaire que Sylvia avait créé. Légal, avec un sceau d'approbation en relief. Le fonds était à mon nom. Sylvia avait désigné Carole et Richard, mes parents, comme tuteurs et fiduciaires. Il était clairement stipulé qu'ils divulgueraient tout le jour de mes 18 ans. Les biens, quels qu'ils soient, m'appartenaient. Il y avait même une lettre cachée au milieu des pages, comme si quelqu'un espérait qu'elle ne passerait pas inaperçue. Je l'ouvris. Chère Mara, si tu lis ceci, je suis partie. Tes parents d'accueil ont décidé qu'il était temps que tu connaisses la vérité. J'espère qu'ils t'ont tout dit. Tu mérites de savoir qui tu es. Je suis Sylvia, ton arrière-grand-mère, mais en réalité ta grand-mère. Ta mère biologique, Célia, était ma fille, et elle est morte quand tu étais jeune. Trop jeune pour s'en souvenir, mais pas trop jeune pour qu'on se souvienne d'elle. Après la mort de Célia, Carole, la demi-sœur de ta mère, et son mari, Richard, t'ont adopté. Ils sont devenus tes tuteurs, et je leur en suis reconnaissante. Mais je tiens à préciser qu'ils ne sont pas tes parents biologiques. J'ai créé cette fiducie pour que tu aies des fondations solides, un avenir rien que pour toi. J'espère qu'ils ont bien fait. J'espère que tu n'auras jamais l'impression d'être la seule à être derrière. Avec tout mon amour, Sylvia. J'ai regardé la lettre, la signature, les mots, et j'ai réalisé que je n'étais pas leur enfant biologique. Ma vie entière a été légèrement bouleversée, décalée. Daniel s'assit à côté de moi, sans rien dire. Je pliai la lettre, la rangeai dans le dossier et restai assise, immobile, respirant calmement comme si je venais de réapprendre à vivre. Lorsqu'il tendit le dossier à l'avocat, il ne broncha pas, mais hocha lentement la tête, comme si cela arrivait souvent. Il dit, « La première étape est d'envoyer une demande officielle d'audit, il doit fournir un rapport financier complet. » Daniel resta silencieux, sa main posée délicatement sur ma jambe. Je hochai la tête aussi. J'avais l'impression de vivre sous l'eau, tout à la dérive. La lettre était la seule clé que j'avais, résonnant encore dans ma tête. La demande avait été envoyée ce week-end-là. J'imaginais l'enveloppe posée sur le pas de leur porte. Ils n'appelèrent pas tout de suite. Le deuxième jour, à 10 heures précises, le téléphone sonna. Mamana. Je laissai sonner une fois et répondis. Sa voix était froide du début à la fin. Vous êtes sérieux? Vous nous poursuivez en justice? Pas de salutations, pas de questions, juste de la colère. Vous n'avez rien dit. Maman commençait à s'agiter. Tu sais, on t'a tout donné. Tu ne serais pas là sans nous. J'étais sur le point de rire, non pas de joie, mais de familiarité. La voix colérique, le volume changeant, le genre de colère maternelle qui me frappe comme un fil sous tension prêt à être surchargé. Maman, dis-je d'une voix égale, ne m'appelle pas maman maintenant. J'entendis des pas, j'imaginai maman traverser la cuisine, téléphone sans fil dans une main, la colère brûlant dans l'autre. Peut-être portait-elle encore ce tablier à fleurs de citronnier. Sais-tu combien ça coûte d'élever un enfant? Et tu veux être payé? Il y eut un silence suffisamment long pour que je sache que j'avais visé juste. Puis la voix de Richard dans la pièce d'accent grave côté. Dis-lui qu'on va se battre. Ils mirent le haut-parleur. Maman réprimanda. Tu n'es pas une victime. On a fait ce qu'on avait à faire. Je me levai. Où est l'argent? Carole fut surprise. Le fonds fiduciaire? Silence. Où est passé l'argent? Était-ce pour Nathalie? Carole serra las dents. Comment penses-tu qu'on devrait t'expliquer un choix qui ne t'inclut pas? Tu n'es pas adulte. On joint le geste à la parole. Puis Richard ajouta, d'une voix basse et ferme, à la bonne personne. C'est à ce moment-là que je me suis tue. J'ai ouvert la porte et me suis plantée devant eux. Ils m'ont regardé plus longtemps qu'ils n'auraient dû, comme pour me mettre au défi de bouger. Tu n'es plus mon fils, a dit Carole. Amuse-toi bien. Elle a laissé la boîte de biscuits sur la table et est partie. Ce soir-là, je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai envoyé un courriel à mon avocat. Porte plainte. Natalie Inclus. Daniel n'a pas demandé ce qui s'était passé. Il m'a juste servi du thé et s'est assis en face de moi comme s'il allait rester jusqu'à la fin. Ils m'ont envoyé une offre à l'amiable, $150 000. Le courriel était froid, sans salutation, sans excuse, juste des chiffres et une menace discrète en caractères gras. Daniel le lut, faisant glisser l'ordinateur sur la table comme s'il pouvait le mordre. Ça suffit, disait-il.
Tu ne le mérites pas. Il se terminait par « Tu n'as jamais été ambitieuse, ma puce ». Je ne répondis pas. 2 jours plus tard, le visage de Nathalie apparut à l'écran, avec la bonne lumière et le bon arrière-plan, le maquillage parfait, la bibliothèque. Elle était en entretien. Elle racontait comment elle avait bâti sa carrière à force de volonté, d'échecs et de persévérance. Si tu veux y arriver, fais-le toi-même. J'ai fermé l'onglet, appelé mon avocat, déterminé à aller jusqu'au bout. Le lendemain matin, Nathalie a appelé. Je n'ai pas décroché. J'ai rappelé une 3e fois, et j'ai décroché. Elle a crié, sans un salut, sans une question. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu me rabaisses juste parce que tu ne peux pas le construire toi-même? Tu demandes où mes parents ont trouvé l'argent? Silence. Puis une réponse. Oui, je sais. Je n'ai pas discuté. Je l'ai laissé raccrocher. L'audience est arrivée plus vite que prévu. Je suis seulement venue pour entendre l'essentiel. La juge aux cheveux gris n'aimait pas le romantisme. Mon avocat a présenté les documents fiduciaires, les relevés bancaires, les virements, la bourse, pour Nathalie. A été versé directement par les frais de scolarité. Le sponsoring marketing était comptabilisé dans les activités commerciales et provenait également de mon fonds. Tout était clair. L'avocat de Nathalie a utilisé des arguments de plaidoirie. Tu n'es qu'une fille maladroite qui ne sait rien, mais les registres montrent que tu sais depuis longtemps. Tutti caches et two mens. Mais tu prétends toujours réussir grâce à toi-même. Le verdict du tribunal était simple. L'entreprise doit être liquidée, les actifs restants me seront transférés. Carole et Richard doivent s'occuper du reste. Ils écoutèrent en silence la conclusion du tribunal. Carole posa silencieusement les mains sur ses genoux, Richard regarda droit devant lui comme s'il contemplait un feu inextinguible. 2 semaines plus tard, je recevais le virement. Pas la totalité, mais suffisamment. De quoi repartir à zéro, respirer tranquillement sans craindre de perdre quoi que ce soit. Les nouvelles arrivaient au compte-gouttes, des murmures de personnes que je n'avais pas vues depuis longtemps, un petit article en page 6 du journal local sur la fermeture de l'entreprise, le silence. La maison était vendue, non publiquement, mais connue. Ils emménagèrent dans une maison 2 villes plus loin. Nathalie retourna vivre avec eux, qualifiant cela de « régime d'adaptation ». Ironie du sort compte tenu du cours à 39 $ qu'elle vendait autrefois aux personnes qui venaient de perdre leur emploi ou d'une relation brisée. Puis une dernière lettre de Carole arriva. Pas d'objet, juste une phrase. J'ai tout gâché. Je ne suis pas de la famille. Je la supprimai avant que Daniel puisse la lire. Il y eut des nuits où je n'arrivais pas à dormir, je sortis la lettre de Sylvia et la lus. Il était usé, les coins étaient mous, mais je l'ai lu quand même, comme si je voulais voir quelque chose de nouveau. Non pas pour clore l'histoire, mais parce que c'était la seule chose qui comptait vraiment pour moi. Je n'avais parlé à personne de mes projets. Je ne voulais rien construire. Juste rester immobile un moment, sentir enfin que le sol sous mes pieds m'appartient. Je ne m'attendais pas à être aussi calme. Après le procès, après les relevés bancaires et la transformation des photos de famille en preuves juridiques. Maman, papa et Nathalie avaient cessé de parler, et je n'avais plus besoin d'eux. Ce que j'avais maintenant criait plus fort que leur silence. Nous avons déménagé dans une maison plus petite, avec de plus grandes fenêtres. Daniel cuisinait plus, je riais plus. J'ai tout pris, l'entreprise, les comptes, le fonds d'urgence, tout ce qu'ils avaient refusé. Même les 150 000 $ qu'ils m'avaient proposés pour me faire disparaître. Je l'ai pris. Sans honte. Parce qu'ils m'avaient menti pendant des années. Cet argent était à moi, et maintenant il était à moi. Je ne savais pas quoi en faire. Peut-être voyager. Peut-être dormir sans grincer des dents. J'ai retrouvé Marisol, une vieille amie de Célia, pour un café. Elle m'a apporté les photos et m'a raconté à quel point Célia avait été folle, créative, follement amoureuse de moi. C'était tout ce que j'avais besoin d'entendre. Rien n'était laissé inachevé. Ce qui m'appartient est entre mes mains, je le maintiens. Suis-je allé trop loin? Ou pas assez? Commentez ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner.